Bonsoir et bienvenue à vous en direct sur Public Sénat. Voici les titres de votre édition du 22h ce soir. Il est l'homme de la dernière chance. Anthony Samara, 61 ans, est devenu Premier ministre en Grèce, arrivé en pole position législative de dimanche. Le chef du Parti conservateur a pour mission de former un gouvernement de coalition dans un pays laminé par les mesures d'austérité et une chute infernale du pouvoir d'achat. Les Grecs n'attendent plus de miracles, mais un peu de répit après des semaines d'instabilité politique. Plus d'éléments ce soir dans le tour de l'information. C'est une élection, ou plutôt une réélection confortable. Christian Jacob repart pour un nouveau mandat à la tête du groupe UMP à l'Assemblée nationale. Alors la large victoire de ce copéiste face à Xavier Bertrand, proche de François Fillon, est-elle un signe dans le prochain match qui se joue pour la présidence du parti? Et plus généralement, comment les ténors de la droite analysent-ils leur déconfiture électorale? On en parle avec les éditorialistes Philippe Gouliot du Figaro et Claude Veil du Nouvel Observateur. C'est peut-être le plus grand paradoxe de notre pays. Jamais les socialistes n'ont été si puissants, mais jamais leur capacité d'agir n'a été aussi limitée, avec une situation économique qui ne leur laisse que très peu de marge de manœuvre. La nécessaire réduction des déficits et une croissance invisible ramènent tout le monde à la dure réalité. Mais jusqu'où ira le tandem Hollande-Hérault dans la fermeté, tout en évitant l'impopularité? On en parle avec notre invitée politique, Marie-Noëlle Lienemann, ancienne ministre, sénatrice socialiste de Paris. Elle représente l'aile gauche du PS. Voilà pour le programme de votre 22h. Merci d'être en notre compagnie ce soir. Ce n'est pas une surprise. Il est rare qu'au sortir d'un sommet comme celui de Rio sur le développement durable, les protagonistes obtiennent une avancée considérable. Le plus souvent, et c'est le cas ce soir, tout le monde se contente d'un accord à minima en espérant faire mieux la prochaine fois. Ainsi, François Hollande estime que ce sommet constitue une étape, oui, mais une étape insuffisante. On voit tout cela avec Nathalie Guilloire. Une chaîne humaine pour défendre la planète. À Rio, pas de doute, les militants sont là en nombre, contrairement aux grands de ce monde qui ne se sont pas déplacés pour l'événement. Barack Obama, David Cameron, Angela Merkel et Vladimir Poutine ont renoncé à ce déplacement. Seul François Hollande est présent aujourd'hui. Autre déception, l'accord à minima signé par les délégués des 193 pays de l'ONU. Un texte intitulé « L'avenir que nous voulons ». Un titre plutôt optimiste et pourtant, les Européens ne sont pas convaincus et parlent d'une régression du multilatéralisme. Brice Lalonde, ancien ministre et coordinateur exécutif de l'ONU pour la conférence Rio+20, relativise la portée de cet événement et veut rester positif. C'est quand même une piqûre de rappel au sens où c'est à peu près la même chose qu'il y a 20 ans. Il n'y a pas vraiment de grande avancée. La véritable avancée, c'est que tous ces pays, dans la négociation, se sont mis d'accord pour fixer d'ici 3 ans des objectifs de développement durable pour toute la planète. Ça, c'est nouveau. Ça, c'est très intéressant. Mais l'écologie est la première à pâtir de la crise financière, même si des objectifs lointains sont fixés à cette conférence. 20 ans après le premier sommet de Rio, peu de résultats sont concluants. Sur les 90 objectifs les plus importants fixés en 1992, seuls 4 ont été suivis d'effets. Ce n'est pas la première fois que des rumeurs courent sur l'état de santé de l'ancien Raïs Hosni Moubarak, mais cette fois-ci, sa situation serait critique. Annoncé cliniquement mort hier, il serait en fait plongé dans le coma après avoir été victime d'une attaque cérébrale. Cette information intervient alors qu'on apprend ce soir le report du résultat des élections présidentielles qui devait être annoncé demain. En France à présent et sur la scène politique, Christian Jacob a été réélu président du groupe UMP à l'Assemblée nationale en l'emportant dès le premier tour face à Xavier Bertrand et Hervé Guémard. Une victoire qui permet à Jean-François Copé de remporter la première manche qui se joue avec François Fillon pour la présidence du parti. Et les détails avec Jérôme Rabier et Mounir Soussi. Une large victoire pour Christian Jacob dans un match qui servait surtout à se compter avant le duel Copé-Fillon, tête d'affiche du prochain congrès de l'UMP à l'automne. Avec 117 voix sur 197 députés, l'élu de Seine-et-Marne a été réélu dès le premier tour. Dans ses remerciements, il a tenu à saluer les élus et particulièrement le secrétaire général du parti dont il avait l'appui. C'est, je crois, le soutien de tous les parlementaires, tous ceux qui nous ont porté à la présidence, avec bien évidemment Jean-François, mais aussi tous les autres. Je dois dire à titre personnel que j'en suis d'autant plus heureux de l'élection de Christian Jacob, que c'est un homme de dialogue, que c'est un homme qui connaît bien la mission de président de groupe. Il sera donc le porte-voix de l'opposition dans l'hémicycle, mais aussi le relais de Jean-François Copé auprès des députés. Le perdant du jour, Xavier Bertrand, fort de tout de même un tiers des suffrages, prend date pour l'avenir. On m'avait dit c'est quasiment mission impossible. On m'avait dit, je ne réussirai même pas à faire
une dizaine de voix. Et en définitive, l'espace était beaucoup plus ouvert qu'on ne le pensait. Les choses sont ainsi faites. Il est emporté. Maintenant, on travaille ensemble. Moi, il est évident que tous les débats qui incarnent ma famille politique, j'y prendrai ma part. Unité, rassemblement, équipe, tous les élus n'avaient que ces mots à la bouche. À la veille de l'ouverture de la session parlementaire, la famille UMP veut apparaître soudée pour la bataille budgétaire qui se profile. C'est le retour de Jean-Louis Borloo qui se pose en rassembleur du centre et en chef de file du centre droit. Il préside à l'Assemblée nationale le nouveau groupe de l'Union des démocrates et indépendants. Alors, quel écho l'ancien ministre peut-il trouver auprès de la famille centriste, mais cette fois-ci au Sénat? Regardez cette enquête de Fabrice Cunet. Le coup était préparé depuis plusieurs mois. La défaite de François Bayrou aux législatives a rendu le scénario idéal. En créant un groupe centriste à l'Assemblée, Jean-Louis Borloo veut s'afficher comme la tête de file d'un courant en mal de chef. Traditionnellement, le centre, ce sont les modérés qui pèsent sur la droite. C'est ça la réalité. Beaucoup de gens s'y retrouvent, mais ont besoin de savoir dans quel type d'alliance. Voilà. Donc aujourd'hui, oui, je reprends ce flambeau. Reprendre le flambeau, incarner la famille centriste, l'initiative est plutôt fraîchement accueillie au Sénat. Pourquoi vouloir toujours ramener à Jean-Louis Borloo? Ce n'est pas le Deus ex machina. Je pense qu'il aura besoin de rassembler tout le monde. Et pour le moment, nous ne sommes pas en train de désigner un chef. Nous sommes en train de construire une famille, ce qui n'est pas la même chose. Pour Jean Arthuis, cette candidature est prématurée. Et pour lui, Jean-Louis Borloo souffre d'un problème de lisibilité. Toutes ces démarches-là, on en a vu les limites. J'ai vu à un moment Jean-Louis Borloo prendre le flambeau d'une alliance républicaine, écologique et sociale. Bon, travaillons le fond, s'il vous plaît. Reste que Jean-Louis Borloo est une personnalité politique qui compte et pour ses soutiens, ce serait la garantie pour le centre droit de peser dans les débats. Il a, c'est l'image, il a le côté, le leader, enfin, il a le leadership au niveau médiatique et c'est important dans une société qui est très médiatisée. L'ancien ministre de l'Environnement le sait, son rêve d'un courant de centre droit influent passe par l'appui d'une majorité des sénateurs du groupe centriste. Il aura l'occasion de les convaincre dès juillet et la session parlementaire. Et l'invitée politique du 22h à présent, elle est ancienne ministre et sénatrice socialiste de Paris, Marie-Noëlle Lienemann. Bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous. Alors en ce moment, c'est l'Assemblée nationale qui est sous les feux des projecteurs et en particulier le perchoir. On entend de plus en plus de voix au PS militer pour que ce soit une femme présidente de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous mettez également cet argument en avant? Non, de la même manière que je ne l'avais pas mis pour le Sénat. Je pense que le premier argument, c'est d'abord la personnalité de celui ou de celle qui sera président de l'Assemblée nationale. Il faut que cette personnalité soit une personnalité forte, capable de se faire entendre par rapport à l'exécutif pour que nous soyons dans cette 5e République avec un Parlement qui se fait vraiment entendre. Deuxièmement, il faut que ce soit une personnalité qui ait de l'autorité auprès de ses collègues parlementaires et que cette autorité soit incontestée aussi bien à gauche qu'à droite, car vous savez, il y a des moments tendus où il faut que le président, au-delà de la séance, impose son point de vue. On récapitule, elle est forte, elle doit se faire entendre par l'exécutif, être respectée par les élus. Qui est-ce? Eh ben, il y a plusieurs personnes capables de le faire. Fort heureusement, je ne suis pas députée, mais sénatrice. Et donc, je n'ai pas ce choix à faire. Et puis, c'est aussi un travail collectif. Hein. Moi, je fais partie d'une sensibilité de gauche, où il y a maintenant une vingtaine de députés qui sont proches de cette sensibilité à l'Assemblée nationale. Et je crois que mes collègues députés, au-delà des qualités personnelles que j'ai indiquées, chercheront aussi quelqu'un qui respectera la gauche de notre parti. Parce que ça compte dans l'hémicycle que la gauche, puisque c'est que le front de gauche est assez faible, au regard des électeurs qui nous ont élus, c'est important qu'on soit entendu. Donc vous penchez le profil idéal je ne penche sans pour voter. Personne. Pour l'instant, je ne penche pour personne. Alors, des ajustements sont prévus lors du remaniement demain, qui s'annonce limité. 2 postes seraient à pourvoir, avec un objectif, dit-on, élargir la majorité sur la gauche. Les communistes sont prévenus, ils ne rentreront pas au gouvernement. On pense donc à la gauche du PS. Pourquoi pas vous? Non, je n'ai pas eu de coup de téléphone. Et comme j'avais déjà eu l'occasion de le dire, vous savez, dans la politique, on peut être utile de manière très différente. Moi, je crois qu'il faut qu'il y ait de nouveau un vrai débat politique qui soit un peu nouveau quand on est au pouvoir.
Le risque qu'on avait eu pendant longtemps, quand le PS était au pouvoir, c'est qu'on ne sait pas trouvé l'équilibre entre la capacité de soutenir le gouvernement, de faire connaître sa politique, et en même temps de peser sur les orientations et de ne pas attendre qu'il y ait des problèmes pour qu'après on dise « Ah, on ne nous a pas écoutés ». C'est important ce que vous dites, parce que là, on est avec un parti socialiste puissant, voire hyper puissant. Généralement, la concentration des pouvoirs favorise rarement la pluralité des voix dans un parti. Comment vous allez faire entendre la voix de la gauche? Justement, je compte bien faire entendre la voix de la gauche. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, dans les débats qui se sont ouverts sur les dates de congrès, nous avons souhaité qu'il y ait un certain temps raisonnable pour que le Congrès permette aux militants qui sont, il faut bien le dire aujourd'hui, un peu épuisés par les campagnes, de prendre le temps de réfléchir au-delà bien sûr de la mise en œuvre des engagements de François Hollande, qui nous engage tous, puisque c'est le contrat avec les Français, de prendre le temps de réfléchir sur les grandes priorités, la manière d'être en lien avec les couches populaires, le rôle d'un parti politique, comment on peut faire reculer l'idéologie du Front National. Voilà, et ces débats-là, on est un certain nombre, on ne les laissera plus passer. Ah, c'est important, c'est un avertissement. C'est une affirmation qu'on ne renonce pas et on a tiré les leçons du passé. Alors, il ne faut pas attendre trop longtemps pour dire ce qu'on a à dire, mais évidemment dans la volonté d'être positif et de rassembler. Vous avez parlé, Marie-Noëlle Lienemann, des débats de fond. Il y a aussi l'urgence économique, sociale. Regardez, c'est le Nouvel Observateur, ce qu'il mijote, rigueur, impôts, Europe, le point. Oh, j'avais oublié de vous dire, François Hollande qui aurait oublié peut-être de préciser des réformes difficiles. Est-ce que vous aussi vous dites, il faudra faire des efforts, vous le dites aux Français? Bon, d'abord, François Hollande n'a pas dit qu'il n'y aurait pas d'efforts. Il a dit que le cœur des efforts devait être la justice. Et donc, il faut d'abord que celles et ceux qui ont les moyens de contribuer au redressement de la France soient les premiers mis à contribution de ce redressement. Ça veut dire déjà le redressement par la redistribution fiscale. Donc ça, c'est le premier point. Deuxièmement, je n'adhère pas à ces thèses-là. On veut nous faire croire que, inéluctablement, la rigueur est la seule voie pour sortir notre pays de la crise dans laquelle il est. Or, moi, je considère que la première des choses importantes, c'est de remettre de la croissance durable en route. Quand je dis de la croissance durable... On ne la décrète pas, cette croissance, elle est invisible aujourd'hui, on l'a perdue. Il y a des choses sur lesquelles on peut agir. Il y a le choix européen, il y a de la relance par la demande, mais il y a aussi beaucoup à éviter l'hémorragie industrielle que connaît notre pays. Car quand on regarde notre balance commerciale, une large partie de notre balance commerciale s'est détériorée parce qu'on a laissé partir des capacités productives qui étaient rentables, mais qui étaient, en termes de dividendes, beaucoup plus optimales en allant ailleurs. Donc en redonnant, avec la Banque publique d'investissement, dont j'espère la création rapide, en réorientant l'épargne des Français, livret A, et en prenant des mesures de défense industrielle... Ça va suffire à l'équilibre budgétaire? Ça ne suffit pas à l'équilibre budgétaire. Les impôts, ça va redonner de la capacité de la croissance, donc de la production de richesse. Les impôts, donc, les impôts. Et les dépenses, pas d'efforts sur les dépenses? Il y a des dépenses inutiles qui sont les cadeaux fiscaux. Je prends l'exemple, alors je donne souvent l'exemple du logement parce que le cellier, c'était tellement absurde de faire des cadeaux à des sommes mirobolantes pour faire des logements qui ne correspondaient pas aux besoins prioritaires. Mais vous avez des tas de niches fiscales, des tas de cadeaux fiscaux qui sont finalement des dépenses budgétaires qui sont tout à fait... La deuxième chose, c'est quand vous n'augmentez pas les salaires. Eh bien, vous êtes obligé d'améliorer les allocations logement et des choses comme ça. Donc, un nouvel équilibre entre une certaine hausse des bas salaires et bas et moyens salaires, pas seulement le SMIC. Marie-Noëlle Lienemann, on a l'impression que la France est une île. Excusez-moi, quand on vous écoute, quand on compare à ce qui se passe ailleurs, en Espagne, en Grèce, en Italie, on serait un pays enchanté où on peut augmenter les bas salaires, même si sûrement c'est nécessaire. Eh bien, écoutez, les Allemands le font. Est-ce qu'ils ont la même situation que nous? Eh bien, notre écart salarial avec eux n'est pas considérable. Bon, cela dit, si on croit qu'il faut faire comme les autres pour réussir, on est mort d'avance. Parce que les plus faibles sont de plus en plus faibles et les plus forts sont de toute façon dominants et le reste. Il se trouve qu'on est entre les deux. Mais si le gouvernement suit cette voie... Donc il faut avoir une voie particulière. Suit une voie, semble-t-il, de l'effort, on ne va pas dire de la rigueur. Est-ce que vous pourriez refuser de cautionner une politique trop social-démocrate? Ça dépend ce qu'on appelle social-démocrate, si c'est de la négociation sociale ou dans la durée. Je ne suis pas pour qu'on déstabilise trop vite. Il faut inscrire dans la durée. Quand on dit, par exemple, des politiques salariales, il y aura bien sûr un débat sur le niveau du SMIC, mais ce qui est aussi très important, c'est comment on l'inscrit dans la durée. Plutôt que le grand coup de pouce une fois et puis après, non. Donc, de ce point de vue, je suis réformiste, si on veut bien. Mais vous serez vigilante. Mais on sera vigilant et surtout,
on fera des propositions qui sont de nature à être raisonnables. Je vous prends un exemple. Il y a à peu près chaque année 400 logements de plus de 10 millions d'euros qui sont vendus en France, en région parisienne. 400 logements à 10 millions d'euros. Leurs prix ont augmenté en moyenne de 14% chaque année. Imaginez qu'on dise que la vente des grands, dont les 2 tiers à des étrangers. Imaginez qu'on dise on taxe de 10% les transactions sur les appartements de plus de 10 millions d'euros. Elle est encore une taxe. Eh ben oui, parce que c'est 50% payé par les étrangers. Des gens qui peuvent se payer des appartements de 10 millions d'euros, vous ne croyez pas qu'ils peuvent contribuer? C'est une piste que vous soumettez ce soir au gouvernement. J'en donne une, ce n'est pas la révolution. Alors si on ne veut pas 10, on ira à 5. Mais en tout cas, il y a des pistes. Sur la table, ce sont des propositions. Sur la scène européenne à présent, en l'espace de quelques jours, Marine Lindemann, on a entendu Merkel tancer la France en parlant de médiocrité, de solutions face à la crise. On a aussi entendu Cameron moquer la France et inviter les entreprises françaises à se délocaliser. Mais quelle image a-t-on en ce moment? Eh bien, on a une image d'un pays décalé. Eh bien, il y a des moments dans l'histoire où il faut être décalé. Parce que, comme je vous le disais, on doit l'assumer. Parce qu'ils ne rêvent que d'une chose, c'est d'une France alignée. Et ça les gêne. Mais peut-être qu'ils rêvent d'une Europe cohérente. Ah ben, on peut avoir une Europe cohérente. Solidaire. Mais l'Europe cohérente et solidaire, c'est Mme Merkel qui la refuse. La France est prête à payer pour que la Grèce puisse se retrouver. Vous savez, j'entendais Mme Ottenheimer, qui n'est pas une femme de gauche, une journaliste, qui disait, avec cette théorie sur la Grèce qui doit s'équilibrer, imaginez qu'on prenne un département français, la Creuse ou la Seine-Saint-Denis, et on dit, eh ben eux, ils doivent équilibrer leurs comptes. Ben non, nous sommes un pays où il y a de la solidarité. Alors Mme Merkel ne veut pas ça. Pour une raison simple, c'est qu'elle installe la domination de son pays. Et qu'elle a le chéquier aussi. Ben nous aussi. On paye. Il est un peu plus gros, fournit le sien. Ben, ils sont elle le sort plus souvent que nous, si je peux me permettre. Non, ils font, sur le MES ou sur le fonds, ils sont à 25%, nous sommes à 20%. Bon, ils sont plus nombreux que nous. Donc, au nom de quoi? À proportion de nos habitants et de notre richesse, nous contribuons comme les autres. Donc vous assumez la singularité française aujourd'hui. Et ils ont été les grands bénéficiaires du système qui avait été mis en place par les libéraux, car ce système est toujours le même, le très fort domine, le faible s'affronte, et celui qui est au milieu est tendu entre deux extrêmes. Vous êtes donc pour une relation franche avec Angela Merkel, quitte à la bousculer, alors qu'il faut quand même préserver cette relation franco-allemande. On peut être franc d'abord, net, et leur dire où sont les compromis, mais ce n'est pas l'alignement. Et M. Cameron, moi je suggère une chose, puisqu'il ne veut pas de la solidarité, qu'il veut nos entreprises, eh bien on n'a qu'à plus lui donner le chèque européen à la Grande-Bretagne. La solidarité, on la paye. Puisqu'il veut jouer sa carte tout seul, qu'on garde le chèque. Marine Lindemann, à bon entendeur. Merci beaucoup d'avoir été notre invitée ce soir. Merci à vous. La suite du 22h, et on évoque à présent un sujet important. Vous allez le voir qui fait généralement consensus entre la droite et la gauche. Il s'agit de la dissuasion nucléaire. De nombreux responsables s'accordent sur son importance en ces temps troublés. Sauf Michel Rocard. L'ancien Premier ministre affirme qu'elle ne sert à rien pour un coût qu'il estime à 16 milliards d'euros par an. François Hollande n'a pas tardé à réagir avant que la polémique n'enfle, oui. Et Paul Claes, qui est ancien ministre de la Défense, vient de faire un livre extrêmement intéressant, qui, peut-être pas tout à fait comme Michel Rocard, mais conteste la manière dont nous pensons la dissuasion nucléaire. C'est-à-dire que vous la contestez aussi ? Moi, à titre personnel, je suis un peu archaïque. Mais ces arguments me troublent et méritent d'être lus. Notre dissuasion n'est pas adaptée au temps contemporain. J'allais terminer la phrase en disant que François Hollande, aujourd'hui, a exclu tout abandon de la dissuasion nucléaire. Donc déjà, peut-être, un petit peu de divergence sur ce point. Vous avez remarqué que j'étais un petit peu plus du côté de François Hollande que Paul Claes, qui est par ailleurs un très bon ami avec qui j'ai beaucoup de confiance. Allez, sur ce sujet de la dissuasion nucléaire, les faits, c'est avec Paul Bouffard. On regarde cela ensemble. Empêcher la guerre, affirmer sur la scène internationale que la France peut seule assurer sa survie en cas de conflit. Mais aujourd'hui, en période de crise, la dissuasion nucléaire a un prix. Et pour l'ancien Premier ministre socialiste Michel Rocard, on doit tout simplement supprimer cette force. Selon lui, les 16 milliards d'euros consacrés à l'armement nucléaire ne servent à rien. Les avis divergent autour des ogives. Pour Jean-Yves Le Drian, ministre de la Défense, on ne fait pas d'économie sur son assurance vie. À droite, pour Alain Juppé, erreur stratégique qui baisserait la garde de la défense française. Et les avis divergent aussi sur le coût de cette dissuasion. 16 milliards pour Michel Rocard. En réalité, selon les chiffres du ministère, pour 2012, les dépenses de la dissuasion nucléaire s'élèvent à 3,4 milliards d'euros en crédit de paiement, 21% du portefeuille de la défense. Et ce chiffre comprend notamment l'entretien des 4 sous-marins lanceurs, des avions bombardiers,
L'entretien aussi du poste de commandement Jupiter, terré sous le palais de l'Élysée. Il comprend aussi la recherche et la simulation sur ordinateur des explosions de la bombe atomique française. La suite du 22h est pour commenter l'actualité politique et économique ce soir avec nous, Claude Veil du Nouvel Observateur. Bonsoir Claude. Bonsoir Sonia. Philippe Gouliot, Figaro. Bonsoir Philippe. Et notre chroniqueur Jean-Louis Gombaud. Bonsoir Jean-Louis. Bonsoir Sonia. Jean-Louis, d'abord un éclairage sur ce sujet qu'on vient de regarder, sur le coût de la dissuasion nucléaire. Michel Rocard a évoqué le chiffre de 16 milliards d'euros par an. Alors exact. beaucoup vient d'être dit dans le reportage, mais d'abord le chiffre de la dissuasion nucléaire est top secret. En théorie. Mais c'est quand même bizarre ces 16 milliards parce que ça voudrait dire que pratiquement toutes les dépenses d'équipement, parce que ceux-là sont connus, 16 milliards par an justement, sur un budget d'une trentaine de milliards, toutes les dépenses d'équipement seraient nucléaires, ce qui apparaît complètement absurde et contradictoire. Généralement, on évoque un chiffre de 10% de la part du budget de la défense. Alors, il y a plusieurs choses à dire quand même. C'est que la première chose, c'est que beaucoup de ce budget sert quand même à faire tourner des usines. Alors, je sais bien que la défense n'est pas là pour faire des emplois, mais pour faire de la défense, bien entendu. Mais ça crée quand même un petit problème. Je vois EADS, par exemple, 10% de son chiffre d'affaires dépend de la défense. Les chantiers navals disparaîtraient sans ce budget nucléaire. Dassault, évidemment, en partie. Donc, il y aurait des conséquences économiques qui ne sont pas négligeables. Mais de toute façon, les 16 milliards, je crois que l'ancien Premier ministre a confondu deux choses, c'est-à-dire 16 milliards sur 5 ans au lieu de 16 milliards par an. Philippe Gouliot, François Hollande n'a pas tardé à réagir après les propos de Michel Rocard. Il faut dire que le sujet est sacrément sensible, touchant évidemment la sécurité des Français. Il fallait tout de suite éteindre ce début de polémique. Oui, tout de suite, parce qu'en plus on sait bien qu'il y a dans la majorité des gens qui pourraient s'engouffrer dans la brèche. Ils l'ont fait, Alain Juppé ce matin sur Europe 1. Donc, mais les Verts aussi ne sont pas très favorables au nucléaire sous toutes ses formes, donc il fallait vraiment éteindre ça tout de suite. Et puis, c'est pas en arrivant à l'Élysée qu'on va prendre des positions contre la dissuasion nucléaire. C'est quand même une des vaches sacrées de la politique française depuis le général de Gaulle. Enfin, donc ça, c'était évidemment, il y avait vraiment urgence à éteindre ça. Mais c'est amusant parce que Michel Rocard maintenant, il est tout à fait un électron libre. Voilà. Oui, c'est un électron libre. C'est un électron libre. Claude Veil, voilà un sujet complètement quand même absent de la campagne présidentielle. Est-ce que c'est parce qu'il fait vraiment consensus qu'on n'a pas parlé la dissuasion nucléaire? Il y a un consensus. On est dans le droit fil de la tradition gaulliste? Aucun président de la République française, et surtout pas François Hollande, ne laissera attenter à ce qui est un élément de l'impérium français, du rang de la France dans le monde, et accessoirement du prestige du président de la République française. S'il est une voix qui compte sur la scène internationale, c'est parce qu'il est à la tête d'un pays qui possède la dissuasion nucléaire. Sinon, la France deviendrait, comme disait Giscard d'Estaing, une puissance moyenne. Voilà. Bien sûr, et puis on a aussi notre place au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est aussi, tout ça est quand même des éléments de pouvoir non négligeables pour un président qui arrive. Alors, la phrase de Michel Rocard venait du fait que, comme on cherche 10 milliards d'euros, lui dit, moi je vous ai trouvé, j'en ai trouvé 16. Donc en fait, il n'en a pas trouvé 16, il en a peut-être trouvé 3. Mais ce qui veut dire quand même que si on compare le budget de la défense allemand et le budget de la défense française, il y a assez peu de différence, alors que les Allemands n'utilisent pas de nucléaire. Donc le coût du nucléaire dans l'ensemble du budget défense reste relativement négligeable, d'autant plus que la France a des opérations extérieures bien plus supérieures, bien supérieures à ce que fait l'Allemagne. Donc on ne peut pas, je crois, imputer le coût du nucléaire, l'alourdir sur le budget de la défense. Et la parenthèse a été refermée ce soir par François Hollande. Parce que c'est intéressant le positionnement de Rocard. On voit bien qu'il n'aspire à aucune fonction, il n'est plus aux affaires. Et il a gardé une incroyable juvénilité, curiosité intellectuelle, une capacité de s'intéresser à tout et d'avancer des propositions totalement décoiffantes. Et il s'en fiche parce que de toute façon, il n'aspire à rien. Vous vous souvenez qu'il s'est auto-invité, c'était pas très clair, en Iran. Il a semé, en pleine campagne électorale, il a semé l'inquiétude dans les rangs de ses amis socialistes. On dit mais qu'est-ce qu'il va faire tout seul à Téhéran? Là, il signe un texte qui est extrêmement décoiffant. Vous en verrez des extraits dans l'Observateur de cette semaine et l'intégrale sur le site. Cette pétition qui s'appelle Roosevelt, qui appelle François Hollande à aller très très loin, à être un grand réformateur, à s'inscrire comme Roosevelt. Se schröderiser et au-delà même. Ah non, très au-delà. Il s'agit, face à la crise, de faire carrément un saut quantitatif et qualitatif, comme Roosevelt avait été capable de le faire face à la dépression de 29, et de réinventer une nouvelle politique. Le cercle est animé par un garçon, alors assez imaginatif aussi,
et peu conventionnel qu'ils appellent la route aux roues, l'homme de la semaine de 30 heures, ou 32 heures. Et c'est un texte qui est très très original, et François et Michel Rocard s'est associé à ça. Il a envie de participer au débat d'idées. Trublion de la gauche et du PS, qui le boulot comme quoi, à tout âge. Alors on va revenir à l'autre actualité, c'est Christian Jacob qui est élu dès le premier tour à la tête du groupe UMP de l'Assemblée nationale face au filloniste Xavier Bertrand. Est-ce que c'est une première manche gagnée dans le match attendu Copé-Fillon en vue de la présidence du parti et du congrès de l'automne? Alors en tout cas, c'est une très belle victoire pour Christian Jacob parce que, bon, on pouvait prévoir sa victoire, mais aussi nettement par, si je me trompe, 117 voix, 63 pour Xavier Bertrand et je crois 17 pour Hervé Guémard. C'est une victoire sans appel, c'est presque du simple au double, c'est vraiment un triomphe pour lui. Alors est-ce que ça veut dire que François Fillon est perdu? C'est pas sûr, mais il y a eu quand même un élément très intéressant aujourd'hui, ça a été le bureau politique de l'UMP, qui a été d'une rare violence. Alors racontez-nous, qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il s'est dit? Alors ce qui s'est dit notamment, c'est tous les battus se sont rebellés, notamment Nadine Morano, qui a été battue en Meurthe-et-Moselle, et qui a fait valoir qu'elle, il y avait des députés qui étaient dans des champs de pâquerettes, et qu'elle, elle était dans un champ de mines. Elle s'en est prise nommément et frontalement à François Fillon, qui l'avait un peu taclé sur son appel au Front National. Elle lui a dit, moi je te parle dans les yeux, je te le dis directement. Et elle a été, voilà, du Morano, brut de décoffrage, pas toujours d'une subtilité parfaite, mais avec beaucoup de courage et voilà ce bon sens qu'on lui connaît. Et ça a été assez violent. Alors à partir de là, qu'est-ce qui va se passer? C'est vrai que Xavier Bertrand, vous avez dit filloniste, oui, mais pas tout à fait non plus, parce que Fillon s'est pas beaucoup mouillé pour lui. Donc là, il y a des cartes qui se sont rebattues. Alors j'ajoute que dans le Figaro de demain, vous me permettrez de faire ma publicité, nous passons une interview de Valérie Pécresse qui prend position pour François Fillon, alors qu'elle faisait partie du petit club des mousquetaires, des défunts mousquetaires autour de Copé. Comment l'interpréter? Eh bien, elle dit que l'UMP a la chance d'avoir en François Fillon un homme d'État et qu'elle aurait bien tort de s'en priver et que voilà, c'est lui qui doit conduire à la victoire en 2017. Vous avez l'air choqué. Pas du tout. Non, alors, sur Morano, Madame Morano n'a été battue que par elle-même et non pas parce que, ni à cause d'un imitateur aux tendances socialistes avérées, ni à cause d'un tweet de l'ancien Premier ministre. Sur Jacob, je crois qu'il ne faut pas surinterpréter ce vote. Le vote n'était pas très politisé en réalité. C'était, comme souvent au RPR, un peu le prix de camaraderie, la présidence du groupe RPR. Il était récompensé pour son travail aussi. Et puis pour son travail, les gens étaient contents de lui. En plus, c'est un homme accommodant. Hein. Oui. Il n'est pas très autoritaire, il laisse les gens s'exprimer, donc ça allait très bien à tout le monde. Ça ne préjuge pas de la suite des événements, en effet, c'est-à-dire du grand aggiornamento qui commence par un examen de conscience. Pourquoi avons-nous perdu? À partir de l'analyse qui sera faite des causes de la défaite, dans quelle direction devons-nous aller, sous la direction de quel leader, avec quelle idéologie, quelle stratégie, quel positionnement, quelles alliances, quel système de désistement éventuel, quel rapport avec le Front National. C'est tout ça qui est dans le shaker. Le vote d'aujourd'hui ne préjuge de rien du tout. On voit bien que tout le problème, c'est comment remettre en question la ligne droitière dont un grand nombre de députés considèrent qu'elle a peut-être sauvé Nicolas Sarkozy d'un désastre, mais probablement aggraver la défaite de l'UMP aux élections législatives. L'examen de conscience dont vous parlez, il s'apparente un petit peu à un procès des années Sarkozy, mais pour certains, ils mordent quand même la main qui leur a donné à manger. On ne les avait pas beaucoup entendus avant, ceux qui critiquent maintenant. Oui, je suis assez d'accord avec vous. C'est vrai que c'est facile de dire qu'on ne voulait pas de cette droitisation, qu'on était contre le Nini, mais personne ne l'a dit. Si, l'an dernier, beaucoup de gens l'ont dit. Au moment des cantonales, il y a surtout eu à l'époque Kosciusko Morizet évoqué, qui très vite sont rentrés dans le rang. Fillon, Juppé même avait marqué ses distances. Ils sont très vite rentrés dans le rang et au moment de la présidentielle, ils n'ont rien dit. Et surtout au moment des législatives, la peur de la défaite étant bonne conseillère, là tout le monde s'est écrasé, et évidemment. Puis la pression de la base aussi, je crois que la base militante, peut-être moins les électeurs, on l'a vu, mais la base militante de l'UMP, elle est très favorable à ces alliances. Je dis les électeurs moins, puisque finalement ceux qui ont été sanctionnés, c'est souvent ceux qui ont proposé cette alliance avec le Front National, qui ont fait la danse du ventre au Front National, devant le Front National, alors que ceux qui ont au contraire tenu une ligne plus ferme, comme Nathalie, alors c'est à relativiser tout ça, mais quand même.
J'ai remis ma vieille casquette de politologue, ce qui a été mon premier métier, pour aller regarder circonscription par circonscription. Les choses qu'on voit, c'est quand même assez intéressant. Il y a en effet ce que vous dites. Oui, quand même, la droite populaire a été massacrée. Un sur deux. Le plus bel exemple étant Ferrand, le député maire de Carpentras, qui a réussi à se faire battre par une gamine de 22 ans dont le plus grand atout était de s'appeler Le Pen. En ce qui concerne les électeurs, c'est très intéressant ce qui s'est passé. C'est que pour la première fois, les électeurs de l'UMP, dans les duels PS-Front National, se sont massivement reportés sur le FN. Vous vous souvenez que les sondages avant disaient qu'il y avait à peu près 2/3 des électeurs de l'UMP qui étaient pour une alliance électorale. Pas un accord de gouvernement, mais une alliance électorale de désistement. Eh bien, c'est exactement ce qu'ils ont fait. Il y a à peu près 2/3 des électeurs UMP qui, dans les duels gauche-Front National, ont voté Front National. Donc ça, c'est un paramètre très important pour l'équation. Quand est-ce que la droite va régler ce problème, cette attitude vis-à-vis du Front? C'est très vieux cette querelle. Moi, je me souviens d'une phrase de Michel Noir, qui était ministre RPR, qui avait dit « il vaut mieux perdre les élections que son âme ». Et déjà, il parlait de cela. Et à l'époque... Ça va même plus loin, ça commence en 83. Vous n'étiez pas né au moment des élections de Dreux. C'est pour ça que je n'ai pas pris cette référence. Exactement. Au moment des élections à Dreux, il y avait eu une partie du RPR qui avait fait alliance avec le Front National, qui était à l'époque localement représenté par Jean-Pierre Stirbois, et le RPR, il n'était pas encarté au RPR, mais c'était tout comme, qui s'appelait Jean Yot, avait fait alliance avec le Front National, mais il avait été très vite désavoué. Il y avait eu toute une partie du RPR et de l'UDF qui avait dit on ne peut pas aller dans cette direction-là. Alors après, il y a eu souvent des tentatives d'alliance, ou plus ou moins claires d'ailleurs, de désistement ou de non-agression réciproque. Mais il faut bien reconnaître que Chirac avait fixé un cadre. Chirac, Juppé, Séguin, et tous ces gens-là, quand même, qui à l'époque dirigeaient le RPR puis l'UMP, avaient dit non, il n'y aura pas d'alliance. Et je me souviens de 98 où Chirac avait fait un discours très ferme au moment où certains présidents de conseils régionaux s'étaient fait réélire avec les voix du Front National. Chirac avait dit non, on ne peut pas faire alliance avec un parti de nature raciste et xénophobe. Messieurs, ça a changé. Juste un mot, ce qui est très compliqué. Moi, je ne suis pas conseiller stratégique de l'UMP, mais j'avoue que leur problème est très complexe. Parce qu'au fond, ce qui a marché très bien une fois, en 2007, Nicolas Sarkozy droitise son discours et il siphonne complètement l'électorat du Front National. Ça marchait très bien en 2007, mal en 2012 et pas du tout aux législatives. Donc, il n'y a pas de... En 2007, il parlait aussi de Jaurès. Sarkozy parlait de Jaurès et s'adressait au Front National. La différence entre les années précédentes et ce qui va se passer maintenant, c'est la crise. C'est-à-dire que le fond de l'affaire, c'est que va devenir cette affaire d'euro. Est-ce qu'on va à l'éclatement? Est-ce qu'on va vers un resserrement? Il y a une multitude de scénarios qui sont devant nous. Et je crois que les recompositions politiques vont se faire aussi en fonction, non pas des valeurs, comme on parle très souvent, mais des politiques par rapport à cette chose tout à fait nouvelle qui est la crise à laquelle nous sommes confrontés maintenant depuis 2 ans et qui explique une bonne partie des fameux changements que l'on sent au sein même d'une fraction de l'UMP. Alors vous m'offrez une transition en or, Jean-Louis, puisque la crise ça a été l'un des sujets du G20 au Mexique. Alors quel contraste entre les images et le résultat? On voit pendant quelques jours les puissants du monde réunis, les plus grandes puissances, et au final on a l'impression d'un communiqué rikiki. On n'a pas l'impression, c'est un communiqué rikiki. Je voulais un peu enrober. et je pense qu'on arrive au bout d'un processus. Rappelons-nous, quand Nicolas Sarkozy amène l'idée du G20, il voit qu'on arrive au bout d'un processus du G5, du G7, qui devient stérile, disons, déjà depuis plusieurs années. Lorsque le G20 se crée, il fait des avancées importantes, notamment toute la politique de relance, de lutte contre la crise, c'est au G20 qu'elle se décide. Et puis là, depuis 4-5 ans, on ne voit plus pratiquement de décisions prises. Et ça pose une question, à mon avis, beaucoup plus générale. Qu'en est-il de la capacité d'intervention sur le réel de ce que l'on appelle la communauté internationale? C'est-à-dire, on est dans une communauté, G20, on ne peut pas faire mieux, il y a 80% de l'économie mondiale qui est rassemblée là. Donc, on a un stock d'économie considérable et ils arrivent à l'impuissance. Mais on voit même que c'est beaucoup plus profond que ça. Ce qui va se passer à Rio, on voit bien déjà que cette fameuse communauté internationale est impuissante par rapport à un vrai problème mondial qui est la question écologique. Et je ne vous parle pas de choses très ponctuelles que sur la Syrie, qui ne sont pas de mon domaine, mais où on voit bien que la communauté internationale est impuissante. Et donc on arrive au bout d'un processus qui va nécessiter peut-être une nouvelle réflexion sur la façon des gouvernements unis sur un certain nombre d'aspects d'intervenir sur le réel.
Philippe Gouliot, alors ce serait la fin de cette grande idée du G20, hein. C'est vrai, initié par... Je ne sais pas, mais oui, sans doute une sorte de panne, oui. Il va falloir donner sans doute une nouvelle impulsion, mais dans quel sens? Ça, c'est pas facile. Finalement, le G20, il y a aussi en parallèle le B20, le Business 20, et c'est peut-être eux qui vont prendre le pouvoir. Hein. Le G20 reste sûrement une instance de concertation et de dialogue utile. Ça ne peut plus être une instance de décision parce que les intérêts sont trop divergents. Comme on ne peut pas mettre ces 20 chefs d'État, comme les cardinaux de la curie romaine, dans une pièce et les enfermer jusqu'à ce qu'ils se mettent d'accord, ils ne sont pas d'accord. Ils ne font pas le même diagnostic sur le traitement de la crise internationale. On va donner raison à Jacques Attali. G20, il parlait de G20 VAIN. VAIN, oui, bien sûr. Les Français et les Allemands, par exemple, sont aujourd'hui à peu près d'accord avec l'Union européenne, d'ailleurs, sur la taxation des marchés financiers. Les anglo-saxons ne veulent pas en entendre parler. Ça leur paraît une folie. Les intérêts du tiers-monde ne sont pas les intérêts des États-Unis. La France souhaite une gouvernance mondiale dans certains domaines. Par exemple, notre ami l'évoquait en matière d'environnement. Les Américains ne veulent même pas envisager une chose pareille. Ils trouvent qu'il y a déjà trop d'institutions internationales qui marchent trop mal et ils n'ont aucune envie de laisser entamer leur autonomie. Donc, et les Chinois non plus. Donc tout ça est quand même... Bon, il faut parler, mais imaginez qu'il va sortir de là, on l'a vu d'ailleurs, souvenez-vous, dans les fameux... la kyrielle de sommets internationaux qui a suivi la crise des subprimes. Vous parlez justement des États-Unis, Jean-Louis, parlons de leur attitude. On a l'impression que l'Amérique d'Obama, elle regarde de haut, mais avec inquiétude, cette Europe, et qu'elle se dit mais qu'est-ce que c'est que ce grand corps malade qui n'arrive pas à soigner sa crise de l'euro? Alors c'est pas nouveau. Hein. Rappelez-vous déjà Kissinger disait donnez-moi le numéro de téléphone de l'Europe. Bon, effectivement, depuis on n'a toujours pas, malgré les progrès de la télécommunication, on n'a toujours pas trouvé un numéro de téléphone de l'Europe. Et effectivement, il nous regarde de haut, mais aussi un peu de loin, parce qu'il a du mal à comprendre comment ça fonctionne. Et l'Europe est apparue comme en position d'accusé à l'intérieur du G20. Je signale d'ailleurs que c'est une grande chance pour la Chine, parce que ces dernières années, tous les regards étaient tournés sur la Chine, notamment sur la gestion de son taux de change. Et là, on est bien heureux de trouver cette pauvre Europe qui, effectivement, est le malade du G20, puisque notre croissance, on aura sans doute une récession en Europe cette année. Les Américains sont autour de 2%, ce qui est misérable pour eux, mais c'est déjà quand même 2%. Les Chinois, Chine n'a que 8%. Voilà, donc nous, on apparaît comme... Et ça vient aussi une bonne part de notre responsabilité. C'est l'incapacité de nous définir nous-mêmes. Les Allemands sont en train d'essayer de relancer leur fameuse idée de fédération européenne. On les a mis de côté à plusieurs reprises lorsqu'ils sont avancés cette idée. On était restés, nous, rappelez-vous, sur cette idée fédération d'États-nations, ce qui ne veut rien dire. On ne sait pas du tout où est le centre de pouvoir dans une expression pareille. Donc on n'arrive pas à qui sommes-nous exactement? Et comme on ne sait pas qui nous sommes, c'est une vaste question. On n'arrive pas à avoir des moyens d'action. Mais les Américains qui sont une nation ne comprennent pas que les Européens ne soient pas capables de se mettre d'accord pour tirer l'Europe de l'ornière, tout simplement parce qu'ils ne comprennent pas en effet cette construction bizarre qui, dès l'instant qu'on envisage d'aller plus loin dans les délégations de compétences, c'est-à-dire les abandons de souveraineté, n'est pas capable de gérer le conflit entre la politique et l'économie. Pour faire simple, tous les économistes sont d'accord qu'il faut aller plus loin dans la mutualisation de la gestion budgétaire économique, mais simplement politiquement c'est très compliqué parce que les États-nations restent l'horizon des peuples, ça reste la circonscription de leurs chefs d'État d'ailleurs, et qui ont beaucoup de mal à imaginer qu'ils puissent s'en dessaisir. Il y a là un hiatus fondamental qui bloque la marche en avant de l'Europe et qui mettra probablement un peu de temps à être levé. Mais il faut reconnaître aussi que l'Europe, c'est quand même une construction qui ne ressemble à rien. Finalement, ce sont des États, d'abord 6, qui ont mis en commun certaines politiques, puis qui ont renforcé les choses. Ça s'est élargi. On n'a pas défini ni les limites géographiques, ni les vrais transferts de souveraineté. Et finalement, malgré tout, ça avance quand même. Alors avec des à-coups, avec des difficultés, mais ça a au moins le mérite d'exister quand même, l'Europe. Ça a avancé tant qu'il y avait un peu de croissance. C'est ça le problème, c'est que dès qu'on est sur notre canasson, et puis brusquement, il y a l'obstacle et on ne sait plus comment le franchir. Peut-être que ça sera ça l'aiguillon qui permettra de franchir. Il ne s'agit plus de partager des gains, il s'agit de partager des pertes. Oui, et là, bien sûr. Compliqué. Messieurs, on va terminer avec la revue de presse des hebdos à retrouver demain dans vos kiosques. Voici la une de l'Express avec cette semaine. Cette question que je vous pose d'ailleurs peut-être. Qui est le chef? Une inspirée de l'épisode du tweet de la Première Dame. Est-ce que d'abord vous pensez que ce tweet laissera des traces?
Est-ce que l'épisode est refermé maintenant? Personnellement, je pense que oui. Je pense que c'est un marqueur des débuts du quinquennat, comme avait pu l'être le Fouquet's. Oui, moi je crois que ça va laisser des traces. Alors après, le Fouquet's a pris, en réalité, est apparu comme un marqueur parce qu'il y a eu ensuite d'autres incidents de parcours. Donc s'il n'y a pas d'autres incidents de parcours, d'autres tweets, ou enfin, on oubliera. Mais c'est quand même quelque chose qui fragilise Hollande, oui, au départ. Claude Veil. Tout dépendra si la suite vient réactiver le poison. C'est-à-dire que si par la suite les choses se mettent en place normalement, si Mme Trierweiler arrive à trouver sa place, qu'elle manifestement elle cherche à tâtons, si François Hollande s'impose dans son rôle de président de la République, cet épisode peut être oublié. C'est exactement, le Fouquet's, contrairement à ce qu'on raconte, n'a pas déstabilisé l'opinion et Nicolas Sarkozy dans les jours qui ont suivi. C'est bien plus tard qu'il y a eu une rémanence de l'affaire du Fouquet's. Au moment de l'EHPAD. Voilà, au moment de l'EHPAD, on s'est ressouvenu du Fouquet's et on y a vu un signe avant-coureur. La réponse est dans la question, qui est le chef? Voilà, donc par définition, le truc. La une du Point à présent. Oh, j'avais oublié de vous dire. Mais qu'aurait oublié de nous dire François Hollande selon le Point? Il aurait omis de nous détailler les mesures difficiles à venir, réduction des dépenses, dettes et impôts. Le Point détaille ce qui pourrait nous attendre. Jean-Louis, c'est pas très rose, si je peux me permettre. Non, mais c'est chiffré. Oui, c'est déjà quelque chose. C'est-à-dire que c'est pas très rose parce que l'économie est grise, en fin de compte. On se retrouve dans cette situation-là. On sait bien ce qui nous attend. On est sur 10 milliards. On est à peu près sur 10 milliards d'impôts pour commencer. À ma connaissance, il n'y en a qu'un qui avait annoncé du sang et des larmes. Si je me souviens bien, il a fait quoi, 8%. Et dans la même veine, le Nouvel Observateur avec ce qu'il mijote. Même chose, rigueur, impôts, Europe. Merci beaucoup, messieurs. Il fait la une des 3 magazines, des 3 news quand même, François Hollande. Des thématiques différentes, mais enfin, ah bah voilà. Je vais finir avec Paris Match, comme ça vous voyez, il y a un hebdo qui fait pas sa une sur François Hollande, mais sur la voie du football français, Thierry Roland, bien sûr. Merci messieurs d'avoir été nos invités ce soir. La dernière page du 22h à présent, avec tout ce qui vous a échappé dans le reste de l'actualité. Regardez, c'est le tour de l'info, il est préparé par Cécile Sixou. La Grèce sort de l'impasse et nomme son nouveau Premier ministre, Antonis Samaras. Le chef du parti conservateur Nouvelle Démocratie, gagnant aux législatives dimanche dernier, n'avait pas la majorité absolue pour former son gouvernement. Finalement, après négociation, il a obtenu le soutien de 2 autres partis. 2 objectifs attendent le nouveau gouvernement de coalition, renégocier le prêt européen tout en garantissant le maintien du pays dans l'euro. Pierre Moscovici pourrait-il devenir le prochain président de l'Eurogroupe? L'idée semble en tout cas faire son chemin. S'il n'y a pour le moment pas de candidature officielle du ministre des Finances, les bruits disent que François Hollande y serait favorable. Il devrait d'ailleurs dès vendredi sonder ses partenaires européens à ce propos. Pour le moment, un candidat sort favori pour le poste, Wolfgang Schäuble, le ministre des Finances allemande. Mais pour le président français, c'est un candidat trop partisan de l'austérité budgétaire pour chapeauter tous les ministres de la zone euro. Fin de prise d'otages et soulagement dans ce quartier de Toulouse où l'affaire Mera est encore dans toutes les têtes. Ce matin, un forcené est entré dans cette banque. Armé, il a pris 4 personnes en otage. Au compte-gouttes dans la journée, il a libéré 1 puis 2 personnes. Vers 17 h, le GIPN a donné l'assaut, blessant le braqueur. Les 2 employés de banque sont en revanche sains et saufs. Nicolas Sarkozy n'aurait pas aimé passer son bac de philo en 2012. Connaître la vérité, lui apparemment estime que non, mais le juge qui le surveille ne semble pas vraiment d'accord. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très très belle et douce soirée en notre compagnie. Je vous dis à demain avec plaisir.